Bonjour à tous, dans l'émission d'aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec l'actualité de toute la région, puis avec Jacques Pfend qui va vous raconter entre les lignes la vie et l'œuvre de Louis Le Prince, un médecin pionnier du cinéma. Mais jetons d'abord un œil aux prévisions de Météo France pour demain. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, la matinée s'annonce plutôt douce et agrémentée d'éclaircies. Dans l'après-midi, le ciel se charge de nuages menaçants qui occasionnent des averses localement orageuses. La situation s'améliore progressivement dans la nuit de samedi à dimanche avec la disparition des averses. Côté température, les minimales varient entre 9 et 11 degrés. Les maximales en recul se cantonnent entre 17 et 19 degrés. Demain samedi 9 mai, nous fêtons les Pacômes. Le soleil nous accompagnera de 5h57 à 20h54. Bonne fin de journée à tous, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Moa, Cheap Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Visitez gratuitement les sites naturels et culturels du Conseil départemental à l'occasion de la Journée de la Moselle le 14 mai 2015. Partez à la découverte des sites Moselle Passion, le château de Malbrouck à Manderen, la maison de Robert Schumann à Sichazel, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte, les jardins fruitiers à la Connexie, le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, le musée du sel à Marsal, le domaine départemental de l'Indre ou encore le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. La Journée de la Moselle, jeudi 14 mai 2015. AVS. Notre métier, vous accompagner. Tour d'horizon de l'actualité de la région, une semaine en Lorraine est réalisée avec le concours de toutes les chaînes de télévision locales du secteur. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Comme chaque semaine, nous allons faire le tour de ce qui a fait l'actualité de ces derniers jours de notre région grâce aux caméras de vos télévisions locales. Avec au sommaire de cette émission, la sélection régionale de la meilleure baguette de tradition française qui s'est déroulée cette semaine à Épinal. Notre savoir-faire lorrain sera encore mis à l'honneur avec la visite de la maison Braquier, fabricant de dragées artisanales. L'informatique pour les seniors, c'est facile, à condition d'avoir les bons outils et les bons conseils. Coup de projecteur sur le site Papy Clic et Maminette, créé par une Messine de 54 ans. Dans une semaine en Lorraine, nous aimons mettre le savoir-faire lorrain en valeur. Aujourd'hui, c'est de tradition française dont il est question puisque nous parlons de pain et plus précisément de baguette. La sélection régionale de la meilleure baguette de tradition française s'est déroulée cette semaine au CFA Pôle des métiers d'Épinal. Cette journée était organisée par la Confédération nationale de la boulangerie française avec une question que tous les Français se sont déjà posée au moins une fois dans leur vie. Qu'est-ce qu'un bon pain? Quelques éléments de réponse avec Vosges Télévisions qui n'était pas peu fier de voir s'illustrer un Vosgien. Sans pain, je peux pas manger sans pain. Sauf quand il y a des pâtes ou du riz, je me passe du pain. Mais autrement, tout le reste avec pain. Qu'est-ce que du bon pain? Du bon pain, c'est du pain propre, c'est-à-dire avec une farine bio, de l'eau propre, pas polluée, et puis des céréales qui ont été moulues à la main. Fait maison, dit-on, dans la profession. Ce mardi, 8 candidats s'affairaient au CFA Pôle des métiers d'Épinal pour le concours de la meilleure baguette de tradition française au niveau régional. C'est un Vosgien, boulanger à Remiremont, qui s'est distingué. Beaucoup de patience surtout.
c'est comme ça qu'on fait du bon pain, avec le temps. Les clients maintenant recherchent le pain de qualité. C'est pour ça qu'en tant qu'artisan, on peut se démarquer en faisant du pain de qualité. Certes, tout est affaire de goût, mais une bonne baguette, c'est un pain léger et croustillant. Afin d'être considérée baguette de tradition française, celle-ci doit avoir une farine sans additifs et la surgélation est bannie de la fabrication. Après, à chacun sa recette. Pour juger les fournés, 4 jurys, dont ce meilleur ouvrier de France qui a fait ses armes à Gérard May. Pour se distinguer, pour la meilleure baguette, le choix de la préfermentation, que ce soit pouliche, levain, pâte fermentée, c'est ça qui va vraiment apporter du goût. Et je pense que c'est surtout ça. Après, l'esthétique aussi, un beau coup de lame, la juste dose de buée. En fait, ça va être l'accumulation de plein de petits détails qui, à l'arrivée, vont faire qu'il y aura une grosse différence entre toutes les baguettes. Notre boulanger victorieux ira ensuite concourir à la finale nationale à Paris durant la fête du pain au mois de mai. Et toujours dans la thématique boulangerie, vendredi prochain, le 1er mai, vous pourrez découvrir les secrets des distributeurs automatiques de pain dans le magazine de la rédaction à partir de 18h. Le savoir-faire, la tradition, le terroir lorrain, toujours à l'honneur dans cette émission, avec la visite de la maison Braquier de Verdun. La saison des communions et des mariages approche, l'occasion pour nous de vous faire découvrir le procédé de fabrication de ces fameuses dragées. Cette maison verdinoise est la dernière en France à les fabriquer de manière artisanale. Ces amandes sucrées s'exportent dans le monde entier, son savoir-faire est ancestral et ces locaux peuvent être visités et d'ailleurs une occasion que n'a pas manqué Mirabel TV. Le calibre et l'esthétisme des amandes, c'est le secret du succès des dragées Braquier. Et c'est à l'ancienne, à la main, comme depuis plus de 800 ans, que ces amandes sont choisies et triées. Plusieurs heures par jour, elles scrutent et examinent méticuleusement jusqu'à 110 kg d'amandes. Seules les plus parfaites d'entre elles seront choisies pour devenir des dragées, des amandes siciliennes réputées pour leur goût et leur finesse. On va les trier pour qu'elles soient à peu près toutes de la même longueur, tout ce qu'on voit à l'œil ou au toucher. Et au toucher, pourquoi ? Eh bien, pour sentir les bombées. On va écarter les bombées et les épointer. Tout ça, c'est à écarter et ça, c'est beau. Vous voyez ? Une forme arrondie et l'autre extrémité pointue. Ça, c'est des beaux calibres extra plats, extra fins. Autre étape clé de la fabrication, lorsque les amandes sont enrobées de sucre, ce sont dans ces immenses chaudrons que les dragées obtiennent définitivement leur forme et leur aspect croquant. Là, c'est la phase finale qui va donner son croquant. Et l'épaisseur de sucre, très peu de sucre. C'est dans ce seul geste que réside l'art de la dragée. Plus la couche de sucre est fine à millimètre d'épaisseur en moyenne, et plus la dragée sera réussie. Alors, durant près de 5 heures, ces amandes sont recouvertes de sirop de sucre à la louche, un savoir-faire traditionnel toujours opéré à la main par ces dragistes. Mais il ne faut pas ni trop tôt ni trop après. Choisir le bon moment, c'est pour ça, c'est le toucher. Hein. C'est la main qui va donner exactement le temps pour passer et prendre la gomme. Chaque année, ce sont 50 000 tonnes de dragées qui sont ici produites. Dernière étape, la coloration, car la dragée, tout comme la mode, a ses propres collections. Référence ultime, le blanc ou les couleurs pastel très prisées cette saison. Les dragées Braquier, plus qu'une institution, c'est aujourd'hui la dernière entreprise française à perpétuer cette tradition artisanale, celle d'une confiserie dont Colbert vanta jadis les mérites de la fertilité au bon roi Louis XIV. Pour épater ses petits-enfants et surtout pour ne pas perdre le contact avec sa famille, maîtriser les nouvelles technologies devient presque indispensable pour les seniors grâce à Véronique Auchard qui propose depuis 2013 des cours d'informatique à domicile pour les seniors. Tout devient possible. Elle a déjà initié plus d'une centaine de personnes, souvent âgées de 80 ans, voire même plus, comme nous le démontre le reportage de Mirabel TV. Salut mon chéri. Quelle heure est-il à Chicago? Alors il est 8h40. 8h40, oui, d'accord, ok. Bon, comment vas-tu? Pour joindre son fils expatrié aux États-Unis depuis 30 ans, Monique a depuis bien longtemps laissé tomber le téléphone.
trop coûteux, trop abstrait, elle lui préfère la communication par visioconférence sur son ordinateur portable. Et pour apprendre à maîtriser l'outil informatique, cette retraitée de 86 ans fait appel au service de Véronique une fois par semaine. Donc en fait ici, il y a plusieurs dates. Il y a le 2 avril, le 3 avril, le 4 avril. Oui. Tout ça, ces photos-là ont été faites sur l'appareil à ce moment-là. Aujourd'hui, le cours porte sur le stockage, le référencement et la lecture des photos sur ordinateur, mais aussi sur tablette et smartphone, car Monique utilise les trois en permanence. Le téléphone portable, c'est tout le temps, comme les photos qu'on reçoit et qu'on envoie. L'ordinateur, c'est lorsque je veux travailler beaucoup plus. Je fais des comptes, j'envoie des mails régulièrement, des articles de journaux, mettons intéressants, que ça peut intéresser quelqu'un, et surtout communiquer avec les enfants qui sont loin. J'en ai un qui est aux États-Unis, un autre au Japon. Moi, je recommande à tout le monde d'avoir un ordinateur pour communiquer déjà avec les enfants. Pour l'épauler, Véronique, qui baigne dans l'informatique depuis 30 ans. Elle propose des cours à domicile à tous ceux qui se sentent dépassés par les nouvelles technologies, en particulier les seniors. Je pense qu'ils ont tous la grande anxiété que peut éprouver quelqu'un qui ne sait pas lire ou qui ne sait pas écrire devant un journal ou devant un bouquin. Voilà. J'ai rencontré récemment un monsieur qui m'a dit « Écoutez, voilà, je suis analphabète de l'informatique ». Alors il dit, bah voilà, mon gros problème, c'est que je suis un illettré, j'éprouve les mêmes problèmes que quelqu'un qui ne saurait pas lire et écrire avec les moyens informatiques. Donc apprenez-moi parce que j'en ai besoin maintenant. Un apprentissage qu'elle facture 30 € de l'heure, mais dont 50% du tarif est déductible des impôts. Depuis qu'elle a débuté son activité il y a 2 ans, ses cours connaissent un vrai succès. La première année, ça s'est fait essentiellement sur le bouche à oreille, mais j'avais pas tout à fait une séance par semaine. Début de la 2e année, j'avais 1 à 2 séances par semaine. Et là, j'ai 2 à 3 séances par jour. Malgré l'enthousiasme que suscitent ces cours auprès des seniors, il y a ceux qui restent encore insensibles à l'informatique, comme le mari de Monique. Pour ces gens-là, les nouvelles technologies ne remplaceront jamais la satisfaction de pouvoir tenir entre ses mains un bon bouquin en version papier. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je compte sur vous pour prendre soin de vous. En France, on prête volontiers l'invention du cinéma aux frères Lumière ou à Thomas Edison aux États-Unis. Pourtant, avant eux, un autre inventeur a mis au point une machine permettant de projeter des images animées. Il s'agit de Louis le Prince, mystérieusement disparu quelques jours avant de présenter son invention à New York. Jacques Fend nous présente son long travail de recherche sur la vie de Louis le Prince, né en 1841 à Metz et qui se présente aujourd'hui comme le véritable pionnier du 7e art. Jacques Fend est l'invité de Marianne Gabriel, Entre les lignes. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Figure bien connue des Sarregueminois, Jacques Fend a exercé comme dessinateur dans les entreprises Ditch avant de rejoindre les services techniques et urbanisme de la ville de Sarreguemines. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Derrière cette façade se cache un bouillonnant personnage, passionné de cinéma et de généalogie. Une passion qui le mènera à travers le monde à la source des origines et à la rencontre de grands noms du cinéma et de la littérature. Ses recherches sur Louis le Prince lui ont valu d'être contacté par le producteur et comédien David Wilkinson de Leeds et de figurer dans le documentaire réalisé sur l'inventeur, The First Film. Jacques Fend poursuit également divers travaux de recherche sur sa ville de Sarreguemines. Bonjour à tous. Qui est Louis-Aimé Augustin le Prince ? Ce nom serait probablement tombé dans l'oubli sans le zèle de certains passionnés du cinéma qui voient en lui le véritable père du 7e art. Louis le Prince est né à Metz en 1841. En 1866, il arrive à Leeds en Angleterre. C'est un artiste confirmé avec une solide formation scientifique et un photographe passionné.
Il imagine et invente un appareil qui va révolutionner le monde de l'image et poser les fondements du cinéma. À quelques jours de révéler sa découverte à New York par une première projection, il disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Suicide, meurtre, disparition orchestrée, jusqu'à ce jour l'énigme reste entière. Jacques Fend mène depuis des années des recherches sur la vie et la mystérieuse disparition de Louis-Aimé Augustin Le Prince. Bonjour Jacques. Bonjour Marianne. Finalement, qu'est-ce qu'il a inventé, Louis Le Prince? Il a inventé quelque chose qui n'existait pas. Donc quelque chose de nouveau. Il faut se replacer à l'époque où ça se passe. On est en 1885. À cette époque, la photo a beaucoup évolué. C'est quelque chose qui est omniprésent partout. Hein. L'image existe. Mais ces images sont fixes, ce qui est normal pour l'époque. Il y a toujours des personnes à travers différentes époques qui ont essayé de donner vie à l'image, mais sans succès. À l'époque, des personnes comme Le Prince, un jour, lui est venue cette idée, c'est de recréer la vie, c'est-à-dire de pouvoir donner, de pouvoir montrer sur un écran des personnes disparues qui parlent à leurs enfants. C'est du dessin animé, c'est une succession de photos qui donne cette illusion du mouvement? On pouvait déjà le faire avec du dessin animé d'une manière quand même assez approximative, mais quand même très très bien. Mais là, c'est de la photo qui bouge. Donc on peut vraiment dire que Louis Le Prince est le père du cinéma, et le pionnier du cinéma. On peut dire que c'est le premier pionnier du cinéma, parce que, bon, on ne le savait pas il y a quelques années, et c'est que maintenant, en continuant à creuser le sujet, qu'on s'en aperçoit. La date de naissance du cinéma était 1895. En France, disons, les gens se plaisaient à croire que ça pourrait être les frères Lumière. Effectivement, ce qu'ils ont montré en 1895 était quand même très innovant, parce que la phase avant les frères Lumière, ce sont quand même des personnes qui font de l'expérimental. Ce sont les premiers qui ont l'idée, ce sont les premiers qui font des essais, mais c'est quand même, en qualité, c'est expérimental. Et la pellicule n'est pas non plus ce qu'elle est devenue par la suite. La pellicule n'est pas ce qu'elle est. D'ailleurs, même les frères Lumière n'ont pas pu avancer beaucoup plus vite avec leurs recherches, puisque eux-mêmes étaient fabricants de pellicules photo. Mais la pellicule dont on devait faire des bobines souples, exposées, qu'on passe dans les bains, etc. La pellicule de cinéma, tout le monde connaît, ça n'existait pas. Et donc, John C. Carbutt, aux États-Unis, invente cette pellicule en 1887. Donc, avant 1887, déjà, il était venu à personne dans l'esprit de faire ce genre de recherche. Et c'est à cette époque-là que les choses deviennent possibles. Parce que le cinéma, c'est quand même l'assemblage de plusieurs éléments. S'il manque un de ces éléments, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors vous, Jacques, vous avez collecté une foultitude de documents sur Louis Le Prince. Et quels renseignements apportent-ils? Les documents sont très divers, parce que vous savez que Louis Le Prince, c'est un Français qui est né à Metz, par les hasards de l'histoire, parce que son père était officier d'artillerie à Metz. Et les hasards de sa vie vont le faire rencontrer une fille qui est une Anglaise, d'une famille d'industriels qui habite à Leeds, dans le nord de la Grande-Bretagne. Il a de grandes affinités avec ces gens, les beaux-parents l'aiment beaucoup, il est très accepté dans cette famille. Et donc, il y a des documents de sources françaises, il y a ses études qu'il a fait en Allemagne également, ensuite nous avons des documents anglais, et un jour le prince a le rêve américain, comme beaucoup de monde, et il y a des sources américaines. Alors où on en est aujourd'hui avec cette affaire Le Prince? Est-ce qu'on en sait davantage qu'à l'époque? Est-ce qu'on avance dans la résolution de cette énigme? C'est un domaine dans lequel on a beaucoup avancé, parce qu'on pouvait écrire peu de choses sur Le Prince il y a 50 ans, on pouvait en écrire un peu plus il y a 30 ans, et chaque jour nous amène des surprises et des documents nouveaux, parce qu'il y a aussi des rencontres nouvelles. Ainsi, par exemple, moi je suis en contact avec les descendants de Le Prince qui habitent à Memphis, au Tennessee, aux États-Unis. Donc j'ai de leur part
les papiers, des papiers de leur enfance, les photos et tout. Mais leur arrière-grand-mère, Madame le Prince, a laissé des archives personnelles, des mémoires et tout. Et tout ça est centralisé à Memphis. Alors c'est quand même une histoire extraordinaire et vous êtes devenu le spécialiste de Louis le Prince. En fait, vous devenez le Sherlock Holmes de l'affaire le Prince. La première partie de l'ouvrage réalisé par Jacques Fend retrace toute la généalogie de Louis le Prince. C'est une famille aisée, reconnue dans le milieu industriel et culturel. La nombreuse correspondance entre Louis et sa femme Lizzie permet de reconstituer une partie des faits jusqu'à la disparition de Louis le Prince dans la journée du mardi 16 septembre 1890. Écoutez. Extrait d'un courrier de Louis le Prince de son atelier de Woodhouse Lane qui se trouve à Leeds, centre-ville. Il écrit là à son épouse qui est alors à New York. Ils sont loin l'un de l'autre. Voici ce qu'il nous dit le 19 mars 1890. Il me faudra encore 10 ou 14 jours pour terminer la machine nouvelle. Il s'agit là encore que de son projecteur à 3 objectifs. Chaque changement dans une partie vous amène toujours à en faire autant dans les autres. Ceci est absolument mon dernier essai. J'espère qu'il répondra entièrement à ce que je désire. Jusqu'ici, cela travaille presque aussi aisément qu'une machine à coudre triple. Éventuellement, j'ai rajouté le poids des images animées et elles se déplaceront comparativement doucement, étant sur le bord et ne demanderont pas beaucoup de force pour se déplacer. Le mouvement est continu. Alors Jacques, il y a eu une grande complicité entre la femme de Louis le Prince, Lizzie, et ils correspondent régulièrement. Oui, effectivement, il faut rappeler qu'à ce moment-là, dans leur vie, c'est pas simple parce que le prince avait le rêve américain et donc avec sa famille, il s'installe à New York, à Manhattan. Et à un moment donné, ses travaux ne lui donnent pas entière satisfaction et on le voit dans cette lettre, c'est assez confus. Si on essaie de comprendre le sens de la lettre, c'est pas évident. Et à ce moment-là, il dit à sa femme, écoute, je vais retourner pendant un certain temps à Leeds, j'irai voir ton père qui est malade en même temps, je verrai ton frère et tout, je leur donnerai des nouvelles, et j'irai dans mon atelier et je vais travailler tranquille pendant un petit moment. À cette même époque, en 1887, il retourne donc à Leeds, mais en même temps, comme la Grande-Bretagne n'est pas loin de la France, il a encore un pied-à-terre à Paris où vit sa maman. Et Madame le Prince va décéder à ce moment-là. Donc, il est présent, il prend le train, il va à Paris, il remplit les papiers, il fait les papiers chez le notaire, il retourne en Grande-Bretagne pour s'occuper des brevets anglais, etc. Ça veut dire qu'il a déposé plusieurs brevets dans plusieurs pays. Il a déposé plusieurs brevets, il bouge pas mal, et donc étant éloigné de sa femme, ils s'écrivent beaucoup. De lui et de sa femme émanent de nombreuses lettres. Il écrit presque tous les jours. Est-ce qu'on peut dire que cette correspondance permet d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui s'est passé dans cette fameuse disparition? Est-ce qu'on peut supposer qu'il y avait la guerre des brevets, qu'il y avait l'espionnage industriel aussi? À cette époque-là, c'est quelque chose qui existe, oui. Et j'ai des lettres du beau-père de Le Prince qui le prouvent, puisqu'il lui disent de se montrer très prudent et très discret. Il se méfie de beaucoup de gens jusqu'à ce que ça en devienne d'ailleurs une phobie. Mais la guerre des brevets ne va exister entre Edison et d'autres producteurs qu'à partir de 1902, donc un peu plus tard. Ouais. Par contre, il faut quand même me rappeler que Edison, vers fin des années 1890, est le seul au monde à être sur la ligne de départ, avec le même but. Et Edison est quelqu'un de très, très ambitieux. Et qui a peut-être davantage de moyens que Louis le Prince. Il a des moyens infinis. Alors plusieurs ouvrages existent sur le mystère Le Prince. Fin août 2013, vous avez été contacté par le producteur et comédien David Wilkinson de Leeds et par son scénariste Irfan Shah pour la réalisation d'un documentaire sur Le Prince. Ils sont arrivés jusque chez vous. Et c'est un film qui va être projeté en avant-première le 1er juillet 2015 à Leeds. Exactement, oui. Ces gens m'ont contacté il y a un peu plus d'1 an et, pour des tas de raisons.
Et ils souhaitaient que je paraisse dans leur film, une interview sur les origines du cinéma, etc. Et ils sont venus chez moi un jour. Ils se sont mis en route le matin, ils m'ont dit « Jacques, on est là dans la journée ». Et ils ont fait les 800 km d'un coup en voiture. Dans une lettre, il explique qu'il a tourné 32 images par seconde. Plusieurs personnes dans le monde avançaient dans la même direction. En 1889, ils étaient nombreux sur ce marché. Je m'approche du but, de jour en jour, et maintenant, je ne le quitterai pas avant de l'avoir atteint. Donc en fait, il y a un véritable réseau qui s'est constitué autour de Louis le Prince. Il y a un réseau, je dirais, de connaisseurs. C'est comme dans tous les domaines. Vous avez toujours dans le monde plusieurs personnes qui se passionnent pour quelque chose et ils arrivent à se retrouver un jour et à s'entraider. Qu'est-ce qu'on peut donner comme version la plus plausible de cette disparition? Le fratricide? Je ne vois pas pourquoi il y aurait un meurtre fratricide. D'abord, pour en arriver là, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et il faut qu'il y ait une raison très très grave. Mais le plus pauvre des deux, devrais-je dire, c'est quand même Louis le Prince. Il avait des difficultés d'argent? Il a eu des difficultés financières assez souvent, mais à une époque où il vivait encore en Angleterre avec sa belle famille, puisque avec eux, qui étaient des gros industriels, il avait investi dans des affaires qui finalement sont avérées assez foireuses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, cette énigme sera résolue de Louis le Prince? Est-ce qu'on réussira à le réhabiliter en tant que fondateur ou précurseur du cinéma? Oui, je crois qu'on y arrivera, puisque déjà, si vous qui êtes habitué d'Internet, vous tapez Le Prince sur Internet, vous allez sur Wikipédia et vous verrez tout ce qu'il y a, il y a pas mal de choses. Et vous avez Wikipédia également en anglais, en allemand, en américain, et vous verrez des choses qui deviennent possibles. Merci Jacques Fenn d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour en savoir davantage sur Louis le Prince, vous pouvez consulter les travaux de Jacques Fenn à la médiathèque de Sarreguemines. Un documentaire a été réalisé en 1989 par Christopher Rowlands de Missing Reel. Je vous recommande aussi de lire deux excellents romans sur le sujet, Le Miroir des ombres de Brigitte Aubert et L'énigme Le Prince de Béatrice Nicomède. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt entre les lignes. C'est la fin de cette émission. Profitez bien des jolis ponts du mois de mai. Très bon week-end à tous. À bientôt.